C'est le docteur Malak qui a fait les premières autopsies à la morgue de l'État. Les experts qui ont pratiqué la seconde autopsie sont stupéfaits car ils ne s'expliquent pas comment celui-ci a pu passer à côté des blessures. Malak refuse d'admettre qu'il a fait une erreur. Was there a stab? The answer is no, they were not stabbed. Were they dead beforehand? Absolutely no, they were alive. En plus de la controverse entourant cette affaire, des rumeurs persistantes de trafic de drogue circulent dans la petite ville. On entendait parler de drogue, larguée par avion ou par train. Malgré 2 ans d'enquête bâclée, de mensonges flagrants, de fausses autopsies et de dissimulation, Linda Ives continue à vouloir démasquer les assassins de son fils. Elle ne peut pas s'empêcher de se demander qui peut bien se donner tant de mal pour étouffer l'affaire. Pour des trafiquants, la petite ville de Mena peut-elle être importante au point qu'ils soient prêts à mutiler et à tuer 2 jeunes hommes innocents? Il y a tant d'endroits possibles pour parachuter de la drogue aux États-Unis, des endroits beaucoup plus près des frontières. Pourquoi la ville de Mena est-elle si importante dans le trafic de la drogue? Russell Welch est un officier de police de l'Arkansas qui a commencé à travailler à la police criminelle au début des années 80. À cette époque, il a pour mission de surveiller certaines activités louches à l'aéroport de Mena. Dans cet aéroport, il y a de petits ateliers où on répare les avions. Il n'y a pas de tour de contrôle, alors ce n'est pas surveillé. C'est un endroit idéal pour des trafiquants, car leurs allées et venues ne sont pas contrôlées. C'est une piste qui n'est pas surveillée, et il n'y a pas beaucoup de policiers autour pour enquêter. Au cours des années 80, Barry Seal est le plus célèbre trafiquant de drogue des États-Unis. Il commence sa carrière à la TWA. Son talent et sa débrouillardise lui valent d'être recruté par les forces spéciales de l'armée américaine. Finalement, la CIA l'embauche pour faire de la contrebande d'armes lors d'opérations contre Castro et les communistes en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les liens de Seal avec la CIA le protègent du FBI, de la DEA et de tous ceux chargés d'appliquer la loi. Au fil des ans, il rassemble une flotte d'avions et constitue un réseau de pilotes et de mécaniciens. Il fait affaire avec le cartel de Medellín, défiant ainsi toutes les lois. Lorsqu'il effectue des opérations clandestines ou des coups montés pour des agences gouvernementales, on dit qu'il rapporte 1 kilo de drogue pour lui et 1 kilo pour les agents fédéraux. Le shérif m'a renseigné à propos d'un trafiquant de cocaïne de Baton Rouge du nom de Barry. Il avait beaucoup d'avions là-bas. À la Rich Mountain Aviation, ils ont pris plusieurs photos. On y voit des changements de numéro de queue et toutes sortes d'activités louches qui ne peuvent être faites que par des trafiquants. Je savais que Barry Seal était un informateur. Il avait été arrêté et reconnu coupable en Floride. Il a retourné sa veste et est devenu un mouchard pour éviter la prison. J'ai présumé que puisqu'il travaillait avec les agents fédéraux de la Floride, ceux-ci le protégeaient des contre-coups de mon enquête en Arkansas. Le 15 avril 1985, le président Reagan fait un discours pour exprimer son accablement devant la situation au Nicaragua. The history of this century forces me to believe that to do nothing in Central America is to give the first communist stronghold on the North American continent a green light to spread its poison throughout this free and increasingly democratic world. L'année 1985 est aussi une année charnière pour Barry Seal. En 1985, un agent de la DEA en Arkansas m'a dit que selon un de ses amis de Mobile, en Alabama, Barry Seal faisait de la contrebande d'armes au Nicaragua. Pour le récompenser, on lui donnait le droit de revenir au pays avec de la drogue. Dans son équipe de pilotes performants, Barry Seal peut compter sur son ami et beau-frère Billy Bob Bottoms, un ancien pilote d'hélicoptère au Vietnam. Pour garder les affaires dans la famille, Billy Bob devient l'un des pilotes les plus importants dans le trafic de la cocaïne. Nous avions des petits bimoteurs avec de l'équipement électronique sophistiqué et une grande autonomie.
Nous pouvions voler des États-Unis à la Colombie sans escale. Habituellement, je décollais au milieu de la nuit. Rendu en Colombie, je refaisais le plein et je ramassais 6 gros sacs de cocaïne, soit environ 300 kilos. Je retournais aux États-Unis où j'effectuais le parachutage. Efficacité et secret, voilà la devise de Seal. Les parachutages sont toujours effectués la nuit et selon un horaire extrêmement bien planifié. La porte avait été modifiée pour qu'on puisse l'ouvrir de l'intérieur et la pousser. Il y avait un convoyeur à rouleau installé sur le plancher. Nous avions fabriqué une sorte de palette en aluminium sur laquelle nous pouvions déposer 6 sacs. La palette se repliait sur les côtés et se fermait par le haut. Des harnais étaient ensuite attachés aux sacs et aux parachutes. Quand la zone de parachutage était en vue, je poussais le tout avec une sangle d'ouverture automatique pour déployer le parachute. L'avion volait à 300 mètres et la marchandise atteignait rapidement le sol. La palette avait été conçue pour s'ouvrir dès qu'elle entrait en contact avec le sol. Ça libérait les sacs sans jamais endommager la marchandise. Nous n'avions pas besoin de protection pour voler dans le ciel des États-Unis. C'était un petit travail de routine qui ne nous faisait pas peur. Grâce à son efficacité et à la liberté d'opération que lui procurent les petits aéroports et douaniers, la fortune de Barry Seal augmente sans cesse. Il partage généreusement son magot avec plusieurs fonctionnaires et hommes d'affaires de Mena en échange de leur protection et de leur silence. Personne ne veut risquer de perdre cette source de revenus. Selon des estimations prudentes, au milieu des années 80, quand les opérations de Barry Seal sont à leur apogée, des avions arrivent à Mena ou ailleurs au rythme de 4 ou 5 par semaine. Ils transportent de 300 à 1500 kilos à la fois d'une marchandise mortelle évaluée entre 15 et 75 millions de dollars sur le marché. La marijuana, la cocaïne et l'héroïne sont importés sans aucune difficulté. C'est l'impasse dans l'enquête bâclée sur la mort de Kevin et de Ron. Malgré des reportages diffusés à la grandeur du pays sur des émissions comme Unsolved Mystery et 60 Minutes, le mystère reste entier. Les rumeurs abondent, mais rien ne se précise. 2 ans et demi après le drame, une commission fédérale antidrogue est mise sur pied en Arkansas. C'est Gene Duffy, procureur enthousiaste, qui la préside. J'ai constitué la commission et j'ai engagé des agents. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour instituer une enquête sur le trafic de stupéfiants dans cette région. Un des premiers rapports des enquêteurs révèle que l'affaire des jeunes tués par le train pourrait être reliée à un réseau important de trafiquants de drogue basé dans la région de Mena. Certains témoins dans l'affaire du train sont morts à un moment opportun. J'ai fait confiance à l'instinct de mes agents doubles et je leur ai donné le feu vert. Un agent m'a appris qu'il y avait des parachutages de drogue dans cette région, près de l'endroit où Kevin et Don ont été tués. Ces parachutages de drogue n'avaient fait l'objet d'aucune enquête dans notre district. L'enquête révèle également que des résidents de Mena ont fait de nombreuses plaintes à propos de vols à basse altitude tard la nuit. Le shérif du district de Saline envoyait un agent recueillir le témoignage de ces personnes, puis il rangeait le dossier. Il n'y avait jamais d'enquête. Ces rapports étaient disponibles au moment de l'enquête sur la mort de Kevin et de Don. S'il est vrai que des policiers acceptent des pots de vin, Gene Duffy sait qu'elle doit trouver des preuves dans la rue. J'ai engagé 7 officiers, dont la mission consistait à s'immiscer dans le milieu, à acheter sur la rue